bonjour à tout le monde. Tout marche, ok, super. Bon, ben génial. Alors, Bonjour Juliane, ah bonjour bah Alice, voilà. bonjour Patrick, Il y a quelques plein habitués, hein. d'amis, Donc, bonjour ouais, Sabrina, c'est ça. des amis, des anciens collègues, ça fait plaisir d'avoir des gens d'Espagne qui sont là. Ah, ah, l'Espagne. Ah bah super. On est partout en Europe là pour le coup. Ouais. Bretagne, super. Tiens, Le d'où vin venez-vous ici. tous les uns les autres, le temps que tout le Ah monde bah ouais, arrive? génial. Ah ouais, super. Euh, Top. Bon, ben, ok. Tout le monde nous voit, tout le monde nous entend. Alors, Belgique. Ah, bah, tiens. Belgique, Paris, Var, Bretagne, Espagne. Ah, bah, trop bien. Génial. On a un webinaire complètement européen. Euh, donc, aujourd'hui, Ludovic Milcan de eBoss et moi-même, Lilia Chetniak de ePipine, nous avons choisi de vous parler de l'impact de la crise que nous sommes tous en train de vivre sur la qualité de vie au travail. Donc, plus précisément, comment est-ce que il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont revu leur positionnement par rapport à leur job, qui s'estiment, en fait, il y a beaucoup de personnes, 73% des salariés estiment être moins, voire beaucoup moins motivés à reprendre le travail. Donc, c'est potentiellement un gros problème pour les entreprises. C'est un sondage big up à Gaël Châtelain-Berry. Euh, et de notre côté, quand même, voilà, c'est tout à fait logique. Les entreprises ont besoin de se relancer. L'économie a besoin de se relancer. On a besoin de retrouver une dynamique qui soit porteuse, vertueuse pour tout le monde en fait. Quels sont les différents sujets, les différents aspects de tout ça qui sont touchés? Pourquoi est-ce que certaines personnes justement sont beaucoup moins motivées? Quels sont les éléments qui font peur? Donc, on a listé, par exemple, des choses comme le télétravail, le transport, les open space, les émotions qui sont vraiment en émulsion en ce moment. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant, j'aimerais que Ludovic, celles et ceux qui ne me connaissent pas, et celles et ceux qui ne connaissent pas Ludo, et puis on va enchaîner tout de suite après. Oui, bonjour à tous. Alors ça a un peu sauté chez moi là, la vidéo et le son. J'espère que ça c'est pas trop gênant pour les autres. Alors, ravi d'être là, Ludovic Millecamp, fondateur d'eBoss, qui accompagne les entreprises sur des aspects RH, avec des activités de RH à temps partagé et de recrutement d'experts RH. Et forcément très intéressé par le sujet de la QVT et aussi par celui des neuroatypiques, qui est un sujet dont je suis moi-même concerné, on a eu l'occasion avec Lilia déjà de faire un premier webinaire ensemble, une première conférence ensemble il y a déjà un peu plus de 2 ans, où Patrick était là d'ailleurs, fidèle parmi les fidèles. Voilà, ravi d'échanger avec vous. Alors super, merci beaucoup Ludo. Alors pour ma part, donc Lilia Rechetniak, je suis cofondatrice de la société ePipine et en effet notre grand sujet c'est la neurodiversité. Alors on existe depuis un peu plus de 3 ans et on a décidé de prendre la neurodiversité comme point d'entrée. Donc, sur des sujets tels que la qualité de vie au travail, par exemple. Donc notre grande mission en fait, c'est une meilleure inclusion des personnes différentes et une meilleure inclusion de la différence de chacun d'entre nous en tant que tel. Donc on propose toute une série de services aux entreprises allant de la sensibilisation à la différence, à la neurodiversité et jusqu'au recrutement, pardon, en passant par l'accompagnement bien évidemment et du conseil et puis voilà. Donc alors j'ai Sabrina qui me dit qu'elle ne voit pas Ludovic, seulement son casque et son crâne. Alors moi je le vois. Donc Sabrina, est-ce que c'est peut-être votre fenêtre qui est trop basse? Enfin je sais pas. Mais en tout cas si vous voyez son casque et son crâne, c'est que l'image est là. C'est qu'a priori je suis bien là. C'est que t'es bien là. Ouais, non mais de temps en temps on te voit. Donc voilà. Donc du coup pour enchaîner.
sur les premiers sujets en fait qu'on a listés. Un des grands aspects dont toute la presse parle aujourd'hui, en plus, c'est la nouvelle tendance tendance à laquelle nous avons tous un petit peu été forcés pendant le confinement. Et depuis aussi, c'est le télétravail qui s'est révélé nécessaire et d'ailleurs qui a permis de sauvegarder beaucoup d'activités, de préserver un maintien d'activité pour beaucoup d'entreprises. Donc, Ludovic, est-ce que tu pourrais nous parler de cet aspect-là et quel lien avec la QVT en ce moment? Oui, la QVT et la performance des entreprises, hein, finalement assez large. Alors, je vais vous partager, tiens, deux petits articles comme ça. Enfin, je les partagerai après parce que je voudrais pas vous perturber et que vous puissiez m'écouter. Il y a plusieurs entreprises qui ont fait le choix justement de passer en télétravail, comme vient de le dire Lilia, parfois contraintes et forcées et parfois dans l'urgence, ce qui n'a pas été sans poser de vrais problèmes et d'organisation et de management et aussi au niveau individuel de se retrouver parfois à travailler chez soi quand on n'est pas habitué. Ça peut générer du stress et des inquiétudes. Ça fait partie vraiment des éléments qui vont faire débat parce que je pense qu'il n'y a pas une vérité sur le télétravail et on en parlera sur d'autres sujets aussi. Ce qui est certain, c'est que le télétravail remet en question la façon dont on interagit, la façon dont on est amené à produire ou coproduire sur ces différentes activités. Et on peut quand même citer quelques éléments positifs. Il y a eu plusieurs sondages qui ont été menés durant ces 2-3 mois de confinement. Et parmi les éléments positifs qui ressortent, il y a d'abord le gain de temps. Le fait est qu'on n'a plus notamment à prendre les transports le matin, le soir, parfois 1 heure et demie, quand c'est pas 2, qui sont économisés sur chaque trajet. Donc ça c'est un vrai plus puisqu'en termes de qualité de vie, alors non pas au travail, mais plus largement de son équilibre entre vie pro et vie perso, on est davantage en capacité d'organiser sa journée quand on gagne 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est une évidence. Il y a un deuxième élément qui est assez souvent cité et qui à titre personnel me fait très plaisir, c'est la réduction de l'exposition à tous les germes. Je suis assez sensible à ça. Et très clairement, quand on ne prend pas les transports, notamment les transports en commun, quand on n'est pas exposé à ses collègues au bureau, dans l'open space ou autre, clairement on réduit les expositions et c'était l'une des intentions principales. Un autre point que je trouve vraiment top, pour le coup, c'est la réduction de l'empreinte carbone, parce que très clairement, là aussi, on parle de QVT, ça veut dire que on parle aussi de tout ce qui est pollution au gaz, pollution sonore aussi, et quand on n'a pas à prendre des transports, inévitablement on génère moins d'émissions de gaz à effet de serre, de carbone ou autre. D'ailleurs, les empreintes, les mesures d'empreintes dans la plupart des grandes villes de France et du monde sont vraiment très positives, même si il y a quelques détracteurs. Donc c'est un effet assez vertueux du télétravail. Beaucoup soulignent aussi l'amélioration de leur productivité, qui je pense est liée à l'organisation de son temps de travail, dans la mesure où on reprend un petit peu la main sur sa journée, sur son déroulé, même si on a tous, en tout cas tous ceux qui ont vécu le télétravail, on s'est tous retrouvés avec beaucoup de réunions à faire en visio, ce qui peut être à l'inverse une pollution dans l'organisation, mais c'est souvent plus facile de refuser une invitation, de suggérer de la décaler ou de la raccourcir quand on est en visio, plutôt que la classique réunion à 7 dans une salle pendant 1 heure. Donc là, il y a une vraie amélioration de la productivité qui a été constatée et qui devrait pouvoir être maintenue a posteriori.
Juste quelques points d'alerte parce que je le disais en intro, ça ne convient pas à tout le monde. Et si on fait un focus peut-être sur les neuroatypiques, on peut avoir pour certains d'entre nous davantage tendance à la procrastination. Et là, clairement, quand on est tout seul à la maison, qu'on n'a pas ses collègues pour être une espèce de rappel permanent de nos devoirs et nos obligations, la procrastination peut s'installer ou peut s'étirer aussi dans le temps. Donc, faut y être vigilant. Pour certains, on peut aussi avoir une forme de perte de sens dans l'entreprise, perte de sens dans son propre engagement vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle on travaille, qui est souvent due d'ailleurs à la diminution des relations sociales. Beaucoup d'entre nous, neuroatypiques ou pas, apprécient les relations sociales. Alors, parfois avec parcimonie, ça c'est plutôt le côté neuroatypique. J'ai déjà eu l'occasion avec Lydia de discuter des miennes, et pour autant, il paraît que je suis quelqu'un de très social, mais en pratique, à 2 ou 3 heures d'interaction sociale dans la journée, ça me suffit largement. Donc ça peut clairement être un des sujets qu'il faut prendre en compte quand on est RH ou quand on est manager. Euh, et je pense que la bonne façon de résoudre ça, c'est de ne pas chercher à imposer le sujet du télétravail, même si certaines entreprises viennent de le faire. On peut citer, par exemple, en France, je pense à PSA, qui est quand même une grosse entreprise, qui a prévu de passer un tiers des fonctions support en télétravail, ou des entreprises du digital, je pense à Twitter, ou des amis Germinal, que j'accompagne d'ailleurs, qui vont passer à 100% en télétravail, mais eux, ça correspondait complètement à leur façon de travailler. Il est évident que quand on travaille à l'usine, quand on travaille sur un chantier, le télétravail ne peut pas se mettre en place, et ça je n'en fais pas grand-chose. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le télétravail, et je vous partage 2 petits articles pendant que je repasse la parole à Lilia. Merci beaucoup, Ludo. Alors, juste une petite question aux participants. Moi, j'entends de temps en temps un crépitement dans le son. Alors, si vous ne l'entendez pas, c'est parfait, tant mieux. Si vous l'entendez, juste dites-moi. Voilà. Donc effectivement le télétravail. Alors hier j'ai regardé une vidéo super intéressante qui ne fait pas partie d'une étude quelle qu'elle soit, mais ah ok, donc effectivement ouais, donc il y a d'autres personnes qui entendent le crépitement. Alors normalement ça devrait aller mieux après une coupure du micro. Donc, pour certains, le son est parfait. Bon, bah voilà, on n'est pas tous égaux dans la nature. Bon, donc c'est pas grave, on va s'en sortir. Désolée pour ce crépitement, je ne sais pas ce qui se passe avec Webinar Jam aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Dans cette vidéo, donc je reviens à nos moutons. Le producteur de la vidéo comparait en fait un introverti et un extraverti en disant que l'extraverti pensait que l'introverti était heureux d'être en télétravail tout le temps, et probablement que beaucoup le sont, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais finalement, l'introverti, pour qui la maison était une espèce de havre de paix et de lieu de ressourcement, c'est aussi devenu un lieu de travail. Et donc, du coup, il y a de la tension et du stress qui s'est rajouté. Donc, on va peut-être réaborder ce sujet-là en parlant des émotions. Mais il y a cet aspect du télétravail qui me paraissait aussi assez important. Bon voilà, j'y reviendrai en parlant des émotions. On y reviendra avec Ludovic. Donc, tu as abordé le sujet des transports. Effectivement, pour celles et ceux qui sont en région parisienne, entre autres, et même les autres qui doivent se rendre au travail en voiture et qui, par exemple, ont des trajets avec beaucoup d'embouteillages, c'est notamment pour les neuroatypiques, par exemple, mais je suis persuadée que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui nous prend beaucoup d'énergie, en fait. Non seulement se confronter à des travails
bon, il n'y a pas forcément des sourires sur tous les visages. La sérénité et la paix ne règnent pas forcément dans le tram du matin qui est bondé et parfois on est obligé d'en laisser passer 4 ou 5 avant de pouvoir. Est-ce que le son coupe pour vous aussi? D'accord. Alors bon, super. Donc c'est vraiment un outil de une connexion de qualité aujourd'hui. J'en suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui se passe. On envisagera peut-être un autre outil pour un prochain webinaire. On en Et, discutera. ouais, exactement. Désolée. Donc si jamais vous avez alors pour moi le son quand tu parles de Vic ne coupe jamais. Donc bon. Soit, si jamais vous manquez des trucs, dites-moi et je redirai. Mais effectivement, donc je parlais des transports et de l'épuisement qu'il peut provoquer. Alors pour certaines personnes qui sont neuroatypiques, cet épuisement peut être vraiment source d'une très grande d'un très grand manque à gagner en productivité et en énergie dans la journée. Donc parfois la personne a besoin de 2 heures, ne serait-ce que pour se remettre d'une heure et demie de transport le matin. Pareil le soir. Donc on perd en qualité de vie, que ce soit au travail ou à la maison. Et effectivement, ce qui se passe en ce moment, quelque part nous a enlevé cette épine du pied. Et après, c'est vrai que il y a d'autres inconvénients. On manque de contact social. Je suis j'allais dire je suis persuadée, mais oui, je pense qu'on a tous, on a tous besoin, au moins d'un petit peu. Même ceux qui ont été heureux d'être en confinement et d'être en télétravail, d'être tout le temps à la maison. Et il y en a au moins un parmi les participants qui se reconnaîtra, je suis sûre. Il fera peut-être même un petit commentaire et on confirmera si c'est bien à lui que je pensais. Mais voilà, la preuve qu'on a besoin de contact social, c'est que ne serait-ce que là, on est tous ensemble, on est en train de parler d'un sujet qui est important. Alors le contact social, c'est pas forcément celui qu'on retrouve dans les transports, on est d'accord, mais ce que je voulais dire par là, c'est que les épines du pied que la crise et le confinement nous ont enlevées, probablement elles sont été transformées dans d'autres inconvénients. Donc on n'a pas encore trouvé un système parfait en fait. Le confinement, c'est pas forcément le système parfait, même si en effet le transport qui est très épuisant. Voilà, Patrick, c'est à toi que je pensais, Patrick. Donc tout à fait. Donc les transports, quand on n'a plus à les prendre, ça nous fait du bien, ça nous permet de gagner du temps, comme tu disais, Ludo, et ça nous permet aussi de gagner en énergie. Voilà. Après, à voir quels sont les autres aspects de tout ça, et donc continuons, abordons les autres sujets. Donc parmi d'autres choses que le confinement nous a permis d'éviter pendant au moins 2 mois, voire un petit peu plus, c'est l'open space. Alors, il n'y a pas que l'histoire des germes. Ludo, je te laisse enchaîner sur ce sujet-là. Oui, alors effectivement, l'open space, il y avait plusieurs articles. Pareil, je vous en partagerai. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est de Nicolas Bouzou de l'Express, qui disait que de toute façon, l'open space était mort déjà avant le Covid, mais que finalement, ça n'a fait que l'amplifier. Et en pratique, pour avoir quelques amis architectes ou designers d'espaces de travail, la plupart d'entre eux disent que ça fait déjà 10 ans que les salariés, notamment, rejettent le format open space parce que trop de proximité, voire de promiscuité, trop de bruit. On parlait de pollution sonore tout à l'heure, et on y ajoute les risques de transmission bactériologique. Donc, il faut absolument retravailler l'espace de travail. C'est une certitude, et je sais qu'il y a déjà beaucoup d'architectes, voire d'urbanistes, qui sont en train de repenser le mode de fonctionnement.
et si on regarde les tendances, parce que j'aime beaucoup avec les designers, c'est leur capacité à être créatif et à nous faire toujours des nouvelles propositions. Ce sont des espaces de travail qui sont beaucoup plus modulaires, donc qui permettent à la fois de préserver des espaces de travail dans lesquels il y a, je dirais, un coût qui n'est pas plus lourd qu'avant pour l'entreprise, et en même temps une organisation de cet espace de travail qui permet de retrouver des espaces peut-être plus restreints. Alors, je vais réutiliser le mot de confinement, mais un peu plus confiné, sans avoir l'impression d'être à 30 dans la même pièce, et en même temps de redonner du sens à chaque espace. Je pense qu'en ça, la pensée design est assez utile. Donc il y a pas mal d'articles qui ont été écrits sur le sujet, et on n'a pas tous la chance d'avoir une maison en Bretagne comme Isabelle, mais le fait est que j'aurais adoré moi ne pas être en appartement à Boulogne, qui est peut-être un peu plus restreint. Profiter d'un jardin et des grands espaces, je pense que ça fait du bien à tous. Il y a un certain nombre d'entreprises, hein, c'est en lien avec le télétravail, qui sont en train de repenser peut-être plus globalement la façon dont ils vont travailler, entre d'un côté des espaces qu'il faut retravailler, du travail de proximité, c'est-à-dire pas forcément du travail chez soi qui ne convient pas à tout le monde non plus, mais un travail dans des espaces qu'on appelle de flex office. Je ne sais pas si la terminologie est connue de tous, mais d'une façon de travailler proche de chez vous, mais dans un bureau quand même, et puis un espace au bureau qui reste, mais qui est du coup plus petit, et réservé plutôt à des moments de convivialité. Ce qui semble aussi quand même un élément très important. Tout à fait, Patrick, les tiers-lieux, c'est un peu ça ce qu'on met derrière la notion de flex office. C'est pour certains d'aller dans leur café préféré, pour d'autres de travailler dans des espaces qui sont complètement dédiés au travail, où vous retrouvez le sentiment d'avoir des collègues, même si pour le coup ils viennent pas de votre entreprise, bien que vous puissiez vous retrouver si vous n'habitez pas très loin. Donc il y a pas mal de solutions qui existent là-dessus, hein. Moi, en tant qu'RH, c'est un sujet que je regarde pas mal. Il y a plusieurs sociétés qui se sont montées sur ces sujets-là pour proposer des solutions. Mais en tout cas, ça demande de repenser la façon dont on travaille. Est-il vraiment nécessaire, d'aller au bureau tous les jours? Je pense que c'est la grande question sur télétravail et open space, plus transport. Quand avons-nous besoin de moments de convivialité? Quand avons-nous besoin de travailler ensemble autour d'un même espace qu'on ne pourrait pas faire grâce aux outils qu'on a à peu près tous testés pendant ces 3 mois? Je pense qu'on est tous devenus imbattables sur les Klaxoon, les Zoom, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant, et ça demande à la fois aux DRH, aux responsables qualité de vie, aux responsables des bureaux, d'avoir une réflexion conjointe et d'y associer, je pense, aussi les collaborateurs, et pas simplement une vision d'entreprise très verticale qui dirait moi je dois faire des économies, donc je passe tout le monde en télétravail parce que c'est ce qui me coûtera le moins cher. Et du coup, je vais laisser la parole à Lilia pour un sujet qu'on va peut-être traiter à deux, mais sur les émotions et les énergies, parce que tout ce qu'on vient de traiter nous en a généré beaucoup, up and down. Je pense qu'on a vécu ça tous largement. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est un sujet qui, moi, m'a complètement passionnée depuis le début du confinement, et même les quelques jours avant où on sentait déjà un truc monter. Oui, merci Ludo pour le micro. En fait, déjà, j'ai été particulièrement heureuse d'entendre lors d'un webinaire d'un de nos partenaires qui s'appelle Andy Réseau, et donc Anne Mongermont, qui est éthologue, qui étudie le comportement humain basé sur les neurosciences en fait, donc qui expliquait que pendant la crise, pendant une crise, et là, ce qui se passait donc pendant le confinement, notre cerveau en fait gérait les choses différemment de nos circonstances habituelles, ou même par exemple différemment de ce que ça aurait été si on nous avait dit, bah tenez, en fait, dans des circonstances tout à fait safe et classiques, bah on va tester le télétravail. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le cerveau n'est pas en mode danger.
Là, en fait, on a été un peu en mode danger et c'est le cerveau des émotions qui a repris le dessus, un petit peu du cerveau reptilien aussi qui nous a dit hop 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 danger, qu'est-ce que tu fais, tu fuis, voilà. Donc on a connu en fait, je pense plus ou moins tous des moments, des journées, voire des semaines où on a été incapable ou alors très peu capable par rapport à d'habitude à bien s'organiser, bien se discipliner. Et on se laissait aller, en fait, enfin, moi, en tout cas, ça a été complètement mon cas. Ça a été très compliqué de m'organiser parce que j'étais pas spécialement débordée d'émotions, mais un peu en train de rêvasser d'une manière qui était, enfin, qui m'est habituelle, mais pas à ce point, enfin, pas à cette fréquence, ni pas avec cette intensité, quoi. Donc, on a eu un comportement et une réaction physiologiques qui ont été différentes. Donc, c'est complètement normal qu'on ait eu des fluctuations d'énergie différentes, qu'on ait eu des émotions différentes. Et pourquoi ce sujet-là est important, et on va en parler en fait dans une de nos offres qu'on est en train de mettre en place avec Ipipi, une spéciale déconfinement. C'est le sujet des émotions et comment est-ce que la crise du Covid-19 le remet au centre, puisque aujourd'hui, quand un salarié revient au bureau et il a peur du contact avec les autres parce qu'il a peur de choper la maladie, il se sent complètement drainé par le fait de reprendre les transports. Il n'a pas envie de recommencer un rythme de vie qui ne lui correspond que très peu finalement. Tout ça, ce sont des émotions et on est obligé aujourd'hui de les prendre en compte. L'entreprise aujourd'hui est devant, en fait, elle est dos au mur et devant plein d'émotions. Donc, ce n'est pas nécessairement le sujet central, puisqu'il y a quand même la relance de l'économie, dans le bon sens du terme. Là, je parle pas de l'esclavage de bêtes, mais vraiment dans la relance de l'activité, en fait, dont tout le monde a besoin. Mais aujourd'hui, les émotions ne sont vraiment pas loin du centre. Et c'est très important du télétravail et de l'introverti pour que son espace de ressourcement a été transformé en espace de stress finalement parce qu'il doit télétravailler et communiquer sur des sujets qui sont source de tension. En fait, ce sont des choses qu'il est aujourd'hui primordial de prendre en compte puisque ça fait partie de ce qui nous compose, nous, en tant qu'êtres humains. On n'est pas que pure raison, pure logique. On est aussi tout plein d'émotions, de ressentis, de sensations physiques, de réactions à notre environnement. Et ces derniers temps, notre environnement nous a fait réagir tout plein. Donc voilà, ça c'était c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que même si on parle du fait de remettre du cœur, de l'humain, les émotions dans les discussions en entreprise, là, un peu comme pour le télétravail, on est propulsé par la crise actuelle. Qu'en penses-tu, Ludo? Oui, et d'ailleurs pour compléter, en fait, je vais rebondir sur ce qu'écrivait Elisa sur la bande passante cognitive surtaxée ou sursollicitée. Je sais pas comment ce que tu voulais mettre derrière ça, Elisa. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète et je pense que cette gestion des émotions, effectivement, si vous vous souvenez, pour ceux qui l'avaient suivi de notre précédent webinaire avec Lydia sur la gestion des énergies, je pense qu'il y a un vrai sujet derrière à regarder comment dans une même journée, dans une même semaine, on va arriver à gérer la combinaison émotion-énergie, parce que clairement, comme Jérôme le souligne, il y a vraiment beaucoup d'études qui ont soulevé ces points-là. La gestion des émotions, notamment des émotions négatives, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir exprimer. Et souvent le mal-être du collaborateur ne vient pas tant du fait qu'il ait des émotions négatives, puisqu'on en a tous. C'est souvent l'incapacité que l'on a à trouver au sein de sa cellule professionnelle, que ce soit ses collègues, son manager, son correspondant RH, une écoute pour pouvoir exprimer ses émotions. Et on a tous.
toute la journée ou toutes les semaines, toute l'année, des up and down, des moments où on est moins bien, des moments où, au contraire, tout va formidablement bien. L'enjeu est de pouvoir les exprimer dans un environnement qui est bienveillant. Et je rejoins Jérôme pleinement ce que tu dis. C'est vraiment aux managers et aux dirigeants et aux RH d'être sensibilisés à ça, ne serait-ce que de façon très triviale pour la performance de leur entreprise, puisque parfois ça peut être aussi un critère tout à fait viable d'aborder ce sujet-là. Ne pas prendre en compte les émotions de ses collaborateurs, c'est les mettre dans une situation de stress durable. Et je ne connais pas de patron, de PDG ou de DRH qui puisse se souscrire à leur obligation de veiller à la santé et à la sécurité de leurs collaborateurs. C'est vraiment une des premières lignes, sitôt qu'on parle d'humain, dans les devoirs et obligations des dirigeants, que de prendre en compte la santé et la sécurité des collaborateurs. Donc ça c'est vraiment un enjeu qu'il faut pouvoir aborder avec vos équipes et le cas échéant, lever le doigt ou solliciter une aide extérieure parce que peut-être que la solution se trouve pas en interne et si l'entreprise ne vous aide pas à gérer ça, peut-être que la solution est en dehors de l'entreprise, quitte à en sortir. Je sais que c'est toujours très stressant et on va finir par croire que je pousse tout le monde à quitter sa boîte, parce que je le dis à quasiment chacun de mes webinaires, mais il faut clairement s'interroger sur son cadre de travail. Est-ce qu'on est dans les bonnes conditions pour travailler? Ça peut être lié à son manager, ça peut être lié à son équipe, ça peut être lié à une non prise en compte par l'entreprise de façon systémique d'éléments qui nous font défaut. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Ludo. Je suis complètement d'accord et j'aime bien que le fait que tu remettes à chaque fois justement un point d'honneur à parler du fait que si quelque chose ne nous convient vraiment pas dans notre milieu du travail, il faut pas hésiter à regarder dehors, même si c'est stressant. Après, à ça et aussi une remarque de Jérôme qui nous dit c'est au patron et au manager d'être formés sur cette capacité à reconnaître et comprendre les émotions. Alors je suis complètement d'accord sur le fait que le patron et le manager doivent être formés dessus parce que c'est ce qui compose les êtres qui font tourner leur entreprise. Donc oui. Maintenant, c'est aussi à chaque personne, et ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Pour moi, il faut absolument responsabiliser chacun, nous-mêmes, parce que quelque part, c'est nous qui créons les entreprises, c'est nous qui créons le système, la société et les sociétés. Et si on doit changer la perception, le vécu et comment on utilise les émotions, le mot utiliser, pour moi, il est vraiment utilisé à bon escient dans le sens où on peut utiliser nos émotions pour d'une part pour qu'elles arrêtent de perturber notre réflexion, puisque quand on a une émotion qui nous gueule dans l'oreille là et qu'on essaie de la rejeter, elle nous perturbe. Donc comment est-ce qu'on peut les inclure dans le processus? C'est à chacun d'entre nous d'apprendre à le faire. Si on veut que toute la société change de regard et d'attitude par rapport à ça. Alors, l'histoire des émotions, des études ont prouvé que la moitié des émotions sont reconnues par l'être humain. Je trouve ça super intéressant. Alors, bonjour Claudine, qui nous a rejoint entre-temps. Je suis en train de regarder un petit peu les différentes questions, remarques. Il y en a une sur laquelle je voudrais revenir de Patrick. Vas-y. Sur les dirigeants qui ont rompu les périodes d'essai pour éviter le télétravail. Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui, dans ce contexte qui est clairement un contexte de crise, et probablement une crise sans précédent, en tout cas que nous, vivants, n'avons pas connu. Je pense qu'il faut remonter à la crise de 29 pour avoir un impact aussi long sur l'environnement, sur l'économie, une telle pression, ou peut-être avant ça la Seconde Guerre mondiale, mais je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup autour de la table, mais qui ait connu la Seconde Guerre mondiale ici, où on doit faire des choix d'entreprise qui relèvent de la survie de l'entreprise.
Que l'on prenne le prétexte de ne pas mettre en place le télétravail me semble par contre parfaitement honteux. Si c'est, j'ai pas de raison de douter du prétexte qui a été cité. Ça veut simplement dire que l'entreprise, dans ce cas-là, n'est pas en capacité ou n'a pas la volonté de remettre ses pratiques en question, ce qui est extrêmement grave. J'ai envie de dire, Patrick, là-dessus, que certainement que les personnes qui ont vu leur période d'essai rompue trouveront un meilleur job ailleurs, dans une entreprise qui les gérera peut-être un peu mieux. Maintenant, il y a des entreprises qui doivent faire face à une crise sans précédent, à une perte de chiffre d'affaires extrêmement conséquente, et forcément, ça peut amener à des choix assez drastiques. Et là, j'ai pas envie de plomber le moral de tout le monde, mais je pense que le début de la crise, c'est maintenant en fait. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu, et là je parle au sens de l'économie, la période qu'on vient de vivre a été une période difficile, autant pour les entreprises que pour chacun des individus que nous sommes. Maintenant, l'impact économique, il est devant nous. Donc les difficultés de survie d'entreprise vont arriver, quelles que soient les injonctions des gouvernements et des dirigeants de quelque pays que ce soit. Et évidemment, après, quand on le prend à titre individuel, quand on voit cette période d'essai rompue, surtout quand c'est pour ce prétexte-là, ça ne peut générer que des émotions négatives. Enfin, je vois pas comment on pourrait bien vivre ça. Sur le moment, c'est toujours un constat d'échec que d'avoir son contrat rompu, surtout avec la facilité que représente la rupture d'une période d'essai. Mais encore une fois, c'est qu'une première étape et ça doit être une capacité là pour chacun de rebondir, d'aller chercher un autre job ailleurs, même si l'économie étant ce qu'elle est, ce sera peut-être pas pour demain matin. Ça, c'est une certitude. Après, il y avait pas mal de questions. Alors, je sais pas si tu reprends la parole ou pas, mais je pense que... J'avais oublié de réactiver mon micro. Forcément, ça n'allait pas bien marcher. Et comme je te vois pas. Ah oui, mais moi, c'est toi que je ne vois pas. Tu vois, c'est rigolo. Alors, bon, par exemple, une question de Michel qui demande si une grosse entreprise n'a pas 2 mois de trésorerie d'avance, est-ce un signe de mauvaise santé? Honnêtement, je ne saurais pas y répondre. La logique, enfin, mon intuition me pousserait à dire oui, mais je ne m'y connais pas assez pour répondre clairement. J'ai vu une remarque de Claudine qui disait que un de ses contacts n'a eu que 2 réunions à distance depuis le 17 mars. Et Jérôme qui dit que c'est une erreur monumentale. Et alors, je suis complètement d'accord. On parlait d'ailleurs dans un webinaire avec justement notre partenaire Andy Réseau et Anne Montgermant, du fait que les managers ont un grand rôle à jouer dans leur manière de communiquer avec leurs équipes et de leur montrer de manière différente la reconnaissance, de donner les consignes aussi plus précisément, etc. Toute une communication. Alors, ça me permettrait d'enchaîner sur le management inclusif. Ouais, ah bah super, Ludo, j'allais te demander si tu avais d'autres trucs à dire avant ou des remarques ou questions auxquelles tu voulais répondre. Alors justement, donc le management inclusif, pour faire bref, puisque c'est un sujet quand même assez vaste, moi jusqu'à il y a très peu de temps, je l'appelais le management de bon sens et je ne parlais qu'avec mon intuition, donc d'une manière très candide, j'ai envie de dire, où je disais que un management de bon sens, c'est un management où le manager au lieu de voir son équipe comme juste la personne A, la personne B, la personne C, etc. Alors lui, et ensemble avec l'équipe, on a tels objectifs à atteindre et voilà, donc bourriner tous ensemble pour arriver à atteindre ces objectifs. Le manager inclusif, lui, au lieu de voir ça comme ça, il va se dire, OK, non seulement chacun a ses qualités, ses lacunes et probablement que j'aurais plutôt une fiche de poste pour mon équipe, quitte à ce que chacun complète ce qu'il sait compléter et pense cette notion de mastermind où en fait la somme de par exemple 5 individus,
l'énergie qui est créée ensemble par 5 individus, en fait, n'est pas juste la somme des énergies de chacun des 5 ou de l'intelligence de chacun des 5. C'est quelque chose qui dépasse, parce qu'ensemble, on dit deux têtes valent mieux qu'une, mais c'est pas juste parce que c'est deux points de vue différents, c'est parce qu'en fait, on peut s'encourager et se pousser à voir largement au-delà de ce que chacun d'entre nous pourrait voir individuellement. Et donc, le manager inclusif, il va diriger une équipe de cette manière-là, donc il va plus naturellement être à l'écoute. Quand je parle de l'écoute, c'est pas seulement l'audition, c'est vraiment lire entre les lignes, comprendre. Alors, on parlait des émotions tout à l'heure, mais voilà, comprendre ça, comprendre les fluctuations d'énergie de chacun. Et ne sera pas focalisé sur bah tiens, il me faut une personne handicapée, une personne neurotypique, une personne issue d'une zone sensible, une personne comme si, une femme, bon voilà, toutes les minorités quoi. C'était ironique, bien évidemment. C'est pas le but premier d'un manager inclusif, c'est le résultat, parce qu'il va se focaliser sur les fonctionnements individuels, les compétences, les talents, les soft skills, les acquis, les expériences, les personnalités, et aussi se dire ok, en fait, toute cette équipe a la capacité de bien s'entendre. Et si pour répondre à tel besoin, bah en fait la meilleure personne qui me correspond, c'est ce petit jeune qui vient d'une banlieue et dont tout le monde a rejeté le CV depuis 2 ans parce qu'il a un nom qui ne plaît à personne. Et ben c'est pas grave, moi je le prends parce qu'il a les compétences qu'il me faut. Donc il ne va pas, ou une personne, je sais pas moi, avec autisme, une personne à fauteuil roulant, enfin peu importe. Vous comprenez l'idée. C'est pas juste l'inclusion pour l'inclusion des minorités, c'est inclusif du fonctionnement de chacun et de tout ce qui compose chacun, à savoir donc nos émotions, nos raisonnements, nos talents, nos soft skills, nos lacunes aussi, nos défauts, et puis globalement et au quotidien, au jour le jour. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire là-dessus, et je pense que c'est effectivement l'avenir. C'est pour ça il faut des personnes qui soient capables et désireuses de se remettre en question, beaucoup d'humilité, de l'écoute, ça s'apprend, mais tout ne s'apprend pas forcément. Et puis surtout, il faut une volonté en fait d'apprendre ça. Donc de l'humilité, encore une fois. c'est pas forcément le désir de tout le monde. Oui, pour rebondir et puis enchaîner sur l'autre point qu'on avait prévu, qui était peut-être celui des pratiques RH, parce que très clairement les deux sujets se rejoignent. Euh, je, je, pour moi, la conviction très forte est que le manager, pour moi, est probablement la personne la plus centrale de l'organisation, dans le sens où déjà elle est centrale dans la pyramide, puisque il y a encore beaucoup de pyramides, toutes les entreprises ne sont pas complètement aplaties. Et le manager a souvent, d'une part, à faire face à des injonctions contradictoires qui peuvent venir de différents patrons, de différentes entités, surtout dans des organisations assez grosses où tout le monde a envie d'asseoir son pouvoir, ou n'a pas forcément pris le temps de faire le tour des conséquences de sa propre décision sur les décisions prises par d'autres. Et quand on est dans une très grosse entreprise, ça peut aussi se comprendre. Il ne faut pas toujours retirer un boulet rouge sur les dirigeants. Et pris aussi en étau avec peut-être l'envie d'aller dans le sens des collaborateurs, de devoir gérer une pression qui vient du dessus, parfois l'inverse, on peut aussi avoir envie d'être agréable vis-à-vis de son patron, mais la pression vient en dessous. Enfin, vraiment, le rôle du manager, je pense, est un rôle qui est particulièrement chahuté, qu'il faut chouchouter, qu'il faut soigner, surtout quand on est dirigeant, parce que ils sont les relais de l'organisation, ils sont là pour assurer la cohésion des équipes, ils sont là pour veiller à l'atteinte des objectifs, mais ils sont aussi là pour veiller au bien-être des collaborateurs, pour veiller à ce que chacun soit engagé, soit content de venir travailler pour l'entreprise. Quand je dis venir, c'est au sens de se lever le matin, surtout quand on est en télétravail, mais il faut les soigner, il faut les équiper.
Et je rebondis sur ce que tu disais, Lilia. On a besoin de les accompagner, on a besoin de les former. Encore faut-il qu'ils le veuillent. Encore faut-il que leur direction ait conscience des lacunes. Euh, et pour ça, moi, il y a une pratique que j'aime beaucoup, qui est la pratique du feedback 360, qui permet justement d'avoir cette vue complète, aussi bien. Alors 360, pour moi, c'est même pas assez complet. Enfin, je pense que le vrai 360, il doit être aussi ascendant. Ça devrait être une sphère. On va pas faire des maths là maintenant, parce que ça correspond pas à tout le monde. Ça serait de la géométrie, là, pour le coup. Voilà, exactement. Géométrie spatiale et d'avoir, enfin, de nourrir les réflexions pour tout un chacun, avec ses pairs, avec les personnes qu'on encadre quand c'est le cas, avec les personnes qui nous encadrent, et de les mettre en cohérence avec la direction que l'entreprise donne. Et ça me semble être à la fois facile à mettre en place parce qu'il suffit de se former et les techniques du feedback en soi ne sont pas compliquées. On a souvent tendance à se faire tout un monde d'une nouveauté et je rebondis d'ailleurs sur ce que disait Elisa tout à l'heure, parce que ce que tu écrivais tout à l'heure. On a besoin de se former et je pense que les RH ont un rôle vraiment prépondérant. Alors tout au long de l'année bien sûr, mais dans ce contexte de crise là, que d'être à la fois des détecteurs, des détecteurs de ces signaux souvent faibles, qui ne s'expriment pas assez fort, des mal-être et des tensions qui peuvent exister, des difficultés que certains collaborateurs rencontrent. On n'est pas tous à l'aise avec un ordinateur, on n'est pas tous à l'aise avec des outils à distance, et on a été propulsé, est-ce que tu soulignais Elisa, on a été propulsé dans l'utilisation massive, systématique de 9h du matin à 18h le soir, de ces nouveaux outils qui demandent une prise en main, et sans pour autant qu'on ait mis en place ni les formations, ni les chartes de bonne pratique qui rendraient ça peut-être plus accessible. Et il faut prendre le temps si on veut que tout le monde se l'approprie et que ça soit pas vécu comme enfin qu'on ne subisse pas comme quelque chose de négatif, mais au contraire qu'on en fasse un vrai relais de bien-être et de croissance, parce que je pense que les deux peuvent aller ensemble. Il faut l'accompagner. Et faire des économies de bout de chandelle en accompagnant pas ce type de pratique serait vraiment contre-productif. Alors je vois le temps qui file. Juste un dernier point, je pense qu'en termes de pratique RH, mais pas que, c'est-à-dire de pratique managériale, c'est d'aller de plus en plus vers des pratiques de type design thinking où on va mettre l'utilisateur au cœur de la réflexion. Ça veut dire faire davantage de sondages. Je pense que les RH sont pas assez habitués à aller prendre le pouls de ce qui se passe dans l'entreprise, ou alors le font de façon extrêmement large et massive. Et surtout, quand ils le font, ne l'exploitent pas assez. Alors, je pense que Sabrina aura le même contre-exemple que moi en tête, parce qu'il se trouve qu'on a travaillé ensemble dans une entreprise il y a pas si longtemps, où on a pu mettre en place un grand sondage duquel on a tiré des pistes d'action. Bah ça, je pense que c'est la bonne façon de faire. On demande l'avis aux collaborateurs, et de là, on les écoute. On leur montre qu'on les écoute, mais surtout, on tient compte des recommandations et on lance les chantiers qui vont bien et on les y associe. Et quand c'est fait avec les collaborateurs, ça a beaucoup plus de portée parce que d'une part, c'est eux qui vont définir la solution. Donc, vous avez de bien meilleures chances d'aller au bon résultat. Et en plus, vous allez gagner un temps de dingue en termes de gestion du changement parce que, encore une fois, c'est eux qui l'ont défini. Donc, ils sont convaincus du bien fondé du changement. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne pratique à mettre en place dans les organisations de façon, je le dis comme je le pense, de façon urgentissime. Beaucoup trop d'entreprises sont verticales, le chef a dit que, parce que le chef a dit que, et on fait comme ça.
Et ça, je pense pas que ça corresponde à nos attentes, aux attentes des salariés, aux attentes des neuroatypiques, aux attentes des millennials qui entrent dans le marché du travail. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que je suis un millennial de 45 ans parce que je me sens complètement dans cet état d'esprit et en particulier en tant que neuroatypique. Je crois qu'on l'avait abordé comme ça, Lilia, lors de notre conférence en 2018. Hein. Les neuroatypiques sont probablement, réunissent l'immense majorité des attentes des milléniaux. Donc si on fait du bien aux uns, on doit faire du bien aux autres. Donc, s'en inspirer, faire avec, pas faire pour les autres ou contre, ce qui sera encore pire. Faire avec. Alors, oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai lu quelque part que les millennials sont nés à partir des années 80. Je ne sais pas si c'est vrai, ça me paraît un peu bizarre. J'aurais plutôt dit 2000, mais bon, voilà, parce que c'est logique. Mais en tout cas, voilà, tout ce qu'on appelle les générations Z, etc. Comme je dis parfois aux entreprises, alors d'une manière un peu provoque et vraiment, ne m'en veuillez pas. Mais je provoque en disant entraînez-vous sur les neuroatypiques pour pouvoir accueillir toute la vague, tout le tsunami des nouvelles générations qui arrivent, parce qu'effectivement, c'est toutes les caractéristiques des neuroatypiques puissance 10 et avec un nombre beaucoup plus important de personnes. Mais bon, voilà, ça c'était une parenthèse. Donc, je suis complètement d'accord avec toi sur les pratiques dont tu parlais, Ludo, sur le fait d'arrêter un petit peu avec la verticalité et puis finalement d'inclure les personnes directement dans la réflexion et dans la création de nouvelles solutions. Alors en regardant le plan que nous avions préparé pour notre webinaire, est-ce que ça, pour toi, ça rentre dans les pratiques RH? Ou est-ce que c'est juste une pratique managériale, une pratique de l'entreprise? Et si oui, alors dans ce cas-là, quelles sont les autres, enfin voilà, toi en tant que DRH, quelles sont les autres pratiques qui sont d'une part affectées par la crise d'aujourd'hui, et puis qui nous reste. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors, je suis embêté parce que j'ai bien senti que tu me posais une question, mais j'ai rien compris à ce que tu as dit, parce que ça a super coupé et quand ça revenait, c'est comme si le flux de tout ce que tu venais de dire était concentré en une seconde, et mon cerveau ne va pas assez vite. Par contre, là, ton micro est coupé. Je disais heureusement parce que je venais de dire un gros mot, mais je disais tu me déçois que ton cerveau n'aille pas aussi vite pour ça. Non, je disais que ce que tu viens d'expliquer, est-ce que ça fait partie donc des pratiques RH ou est-ce que c'est une pratique de l'entreprise, une pratique managériale, voilà, pas nécessairement que réservée au RH et D'autre part, je disais aussi que les pratiques RH, voilà, quelles sont les autres aussi qui sont impactées par ce qui se passe aujourd'hui et que nous pourrions profiter pour changer, pour modifier, pour adapter, pour mieux faire fonctionner nos entreprises. Est-ce que c'est plus clair? Là, c'était parfaitement clair. Merci. Alors, est-ce que c'est une pratique que RH? Non, clairement, je pense que c'est une pratique managériale au sens le plus large possible dans l'entreprise. Et c'était pour ça que c'était une superbe transition avec le sujet d'avant qui était le management inclusif. Le management inclusif, on peut effectivement l'entendre comme tu l'évoquais, de tenir compte de son environnement, mais c'est aussi l'environnement proche. C'est de travailler avec ses collaborateurs et pas pour ou contre. C'est pas c'est pas en se positionnement comme le sachant. Moi j'aime beaucoup, et Claudine, merci pour l'utilisation du mot agile. Moi j'aime beaucoup les méthodes agiles et je pense qu'elles ont beaucoup à apporter à d'autres sujets qui sont leurs sujets d'origine, qui étaient cantonnés un petit peu au développement de logiciels. Si on raisonne en mode agile, on va mettre en place d'une part une plus grande
l'autonomisation des équipes. On va de ce fait aussi les responsabiliser, on va leur donner la main sur les décisions qu'ils ont à prendre, ce qui veut dire qu'on s'autorise, et je pense que c'est une grande nouveauté pour beaucoup de managers, à travailler en confiance. Donc travailler en confiance. Je ne te vois pas, Lilia, mais je suis sûr que tu souris. Ça veut dire quand même que le manager n'est pas là que pour contrôler. Hein. Je pense que le command and control devrait être éliminé de l'entreprise, y compris dans des grandes. Il y a pas de raison. C'est pas parce qu'on est beaucoup de collaborateurs qu'il faut davantage donner des ordres et veiller à ce qu'ils soient appliqués. Non, il faut au contraire, je pense, de donner la possibilité aux collaborateurs de se saisir seuls d'un sujet. Alors seul, c'est avec un S, hein, c'est-à-dire travailler en équipe, co-construire, et de cette co-construction, on s'apercevra, et c'est vraiment, il y a énormément d'études sur la mise en place des méthodes agiles, qui va avec le design thinking, hein, que j'utilise régulièrement, pour justement être dans cette démarche d'inclusion, de responsabilisation, d'autonomie, et les résultats sont fantastiques. Dès lors que c'est bien appliqué. Faut bien l'appliquer, faut pas juste dire demain on devient agile. J'ai vu une grosse société, une compagnie d'assurance que je ne citerai pas, je ne vais pas leur faire de mauvaise pub, mais dont le siège a envoyé une injonction à la direction de toutes leurs filiales en disant à partir de telle date nous sommes agiles, donc désormais vous vous débrouillez. Voilà. Alors, on peut s'entendre sur une définition de l'agilité, mais qui n'est pas celle-là. L'agilité, c'est travailler ensemble, c'est l'autonomie, c'est la responsabilisation. Ça peut être la frugalité. On peut y associer beaucoup d'autres pratiques et qui ne sont clairement pas que RH. Par contre, les RH ont un grand rôle à jouer, non seulement pour la formation à ces méthodes-là, et puis formation et accompagnement, hein, c'est pas que du unidirectionnel, et puis au-delà de l'accompagnement, c'est dans la mesure de l'efficacité dans les équipes, et comment d'une part les équipes se le sont appropriées, et comment les managers eux-mêmes se sont appropriés le fait qu'ils allaient perdre une partie de ce qui était avant leur pouvoir pour apprendre à devenir ce qu'on appelle en méthode agile un servant leader, c'est-à-dire je suis là pour faire en sorte que mon équipe ait tous les moyens de bien travailler. C'est très très différent de je donne les ordres et je tape sur les doigts si c'est mal fait. Donc, ça veut dire un changement de posture. Les RH peuvent aussi être là pour dire à quelqu'un, écoute, visiblement, tu n'es pas dans le bon état d'esprit pour travailler dans cette entreprise, et malgré tous nos efforts et les formations qu'on a pu te dispenser, tu n'as visiblement pas envie de rentrer dans ce nouveau mode de travail, donc peut-être que ta voie est ailleurs. Et là aussi, il faut assumer son rôle de RH. On n'est pas là pour animer un club de vacances en mode bisounours. Il faut savoir prendre ses responsabilités aussi. J'espère que j'ai répondu à ta question, Olivia. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Je pense que toutes les tendances ont été exacerbées pendant cette période, et du coup, cette compagnie dont tu parles qui a envoyé cet email, c'était peut-être quelque chose un comportement ou entre guillemets une personnalité de l'entreprise, hein, qu'on pressentait, mais qui a du coup été révélée d'un seul coup donc c'est super intéressant. Alors je vois l'heure qui tourne, je sais que tu as un impératif et puis moi aussi, donc voilà, on va clore ici. On a couvert tous les sujets qu'on s'était donnés, Ludovic, sauf peut-être présenter un peu nos deux sociétés. Et alors, vas-y.
Oui, mais enfin, encore une fois, vous connaissez tous des utilisateurs de LinkedIn, parce que sinon vous seriez pas Ouais, là. Donc, n'hésitez voilà. pas à nous solliciter si on n'est pas déjà connecté. Moi, j'aime beaucoup les échanges directs. Donc, encore une fois, iBoss, j'accompagne parce que je suis seul dans iBoss, mais je travaille avec un certain nombre de partenaires, dont Epipin, pour construire ensemble des RH qui donnent davantage de sens, Mm. qui soient davantage porteuses de sens pour leurs collaborateurs. J'aime beaucoup travailler sur les sujets de la raison d'être, par exemple, avec mes clients, raison d'être, entreprise à mission, mais surtout faire en sorte que tout ça soit très efficace. Euh, et mon vieux dada de près de 10 ans, c'est le ROI de la fonction RH. Donc comment faire grandir les fonctions RH pour qu'elles soient au service de l'entreprise et au service des collaborateurs pour une meilleure performance globale. Voilà, merci beaucoup. Super. Donc effectivement, on travaille ensemble avec iBoss et avec Ludovic, puisque sa vision des ressources humaines nous parle. Et puis voilà, ça nous tient à cœur aussi de travailler avec un professionnel des RH qui a cette vision-là et qui a les connaissances qu'il faut et la légitimité, la formation et tout ça qu'il faut pour mener à bien ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et encore une fois, donc Ipépine, voilà, on est sur tous les sujets de l'inclusion, de la différence. Alors notre point d'entrée, c'est la neurodiversité, encore une fois. Mais pour nous, en fait, on croit vraiment dur comme fer la conception universelle du travail, qui veut que ce qu'on mettra en place pour les personnes neuroatypiques, en réalité, sera pertinent pour tout le monde. Et c'est la raison principale pour laquelle on veut continuer à le faire. En plus de l'inclusion, bien évidemment, de ceux qui sont un peu trop discriminés à notre goût. Et voilà, parce que les personnes neuroatypiques éclairent en fait des enjeux qui sont pertinents pour absolument chacun d'entre nous. Et je pense que ça se ressent aujourd'hui en plus pendant cette crise et cette situation. Donc, comme Ludo a dit, n'hésitez surtout pas à vous connecter à nous sur LinkedIn, sur Twitter éventuellement. Et merci encore beaucoup Ludovic pour avoir été là, pour toutes ces infos qui sont hyper intéressantes et hyper pertinentes. Et merci à toutes les participantes et à tous les participants pour vos remarques et vos questions. Merci à tous, un grand merci. Merci pour la richesse des échanges, le fil de chat. Alors pour quelqu'un qui souffre de TDA comme moi, TDAH était assez horrible parce que c'était vraiment très intéressant de suivre vos échanges en même temps que d'essayer de suivre le fil de ma pensée et de ce que Lydia disait. Mais ravi d'avoir participé, ravi d'avoir pu partager avec vous et surtout d'avoir aussi appris de vous et de vos remarques. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée en télétravail. Ouais, Ou pas très d'ailleurs. belle journée. Au revoir à tous. Au revoir, à bientôt. Mais ça, c'est normal parce qu'en fait, ce cerveau a, a besoin, c'est complètement paradoxal et complètement contre-intuitif, a besoin de tout un tas de choses Ouais, pour en fait être focus sur quelque chose. tout à fait. Par exemple, si tu veux apprendre l'italien,
Eh bien, tu vas en Italie. En fait, on a besoin d'apprendre dans le vivant. C'est beaucoup plus facile pour nous. Et donc, tu vas en Italie, mais pas que. Tu vas, par exemple, prendre des cours de cuisine. La plupart des personnes qui sont différentes adorent la cuisine, les couleurs, la créativité, etc. Et là, ton cerveau va apprendre l'italien, Lilia, Ouais, et il va même pas s'en apercevoir. tout à fait. Donc, on a Tout à fait. besoin de relier les apprentissages à du jeu, à du mouvement. Mais en fait, normalement, c'est comme ça que l'être humain apprend. C'est pour ça qu'on est très doué pour apprendre sur le tas, etc., et qu'on capte les choses. Voilà. Exactement. Et puis aussi en stimulant les plus qu'un seul sens à la fois, en fait. Pardon, ça a coupé? Aussi en stimulant plus qu'un seul sens à la fois. Mais bien sûr, parce Voilà. qu'on est relié à tous nos sens. Et c'est pour ça Exactement. qu'on vit les choses de façon qui peuvent paraître de façon exagérée, mais parce qu'on est comme ça, parce qu'on ressent. Est-ce que vous savez en fait on sent des odeurs que les autres ne sentent pas? C'est génial. Mais quand tu es dans le Mm, train et tu as quelqu'un qui a du parfum, c'est horrible. Moi, combien de fois je mm. change de place dans un train, je supporte pas. Est-ce que vous savez par exemple que le cerveau que l'on a, on voit plus d'images que les autres, plus de Et oui, couleurs. Donc, mm, on a des stimuli qui sont plus intenses, c'est normal. Hein. oui, Et tout à ça fait. fait une vie en fait plus colorée, plus riche, plus comment dire, plus dansante. Ouais. Alors, je vois quand même l'heure tourner, il est déjà Oui, 13h40. Donc on va clore. Je vais juste refaire une petite passe sur les commentaires. Sandra qui nous partage j'ai appris depuis janvier à écouter mon corps. Je mange quand j'ai faim et je respecte mon rythme biologique. Je suis en bravo. train de créer ma société. Oui, bravo, tout à fait. Sur ce mode de fonctionnement et je vais tellement mieux. Moins de tension intérieure, moins de douleurs physiques, moins de souffrance psychologique. Bravo. Patrick qui nous dit sur l'intuition, il m'arrive de relire certains de mes billets de blog d'il y a 4-5 ans et de me dire mince, j'avais écrit cela. Bah oui, moi c'est pareil. En fait, j'ai retrouvé même parfois des petits poèmes ou des petits textes que j'ai écrits quand j'étais enfant ou ado. Je me suis dit mais ah oui quand même. Bon, c'est très intéressant. La méditation permet d'écouter mieux son corps. Tout à fait, Laurence. Bien sûr, la méditation, il y a même des études scientifiques maintenant, enfin, heureusement. Euh, Jacqueline, une chance quand on est en paix avec. Alors j'imagine que vous parlez de l'intuition ou du fait que l'intuition et la raison sont en paix l'une avec l'autre. Il y a des remerciements. Euh, alors Patrick qui a mis le lien, j'imagine que c'est le lien avec de l'interview dont tu parlais, Géraldine, qu'il a retrouvé. Merci Patrick, tu étais un trésor. Le lien YouTube, donc voilà, vous l'avez dans le chat. Alors je vais le repartager. Merci Patrick. Voilà, c'est top. Euh, pour les langues, j'ai appris l'anglais en Angleterre. Je ne suis pas Bah en cuisine, mais par contre, j'adore la musique. Alors, moi j'ai appris l'anglais dans une école américaine où on n'avait aucune autre matière, enfin, plutôt toutes les matières étaient en anglais. Donc, voilà. Euh, ouais. et si nous avions simplement conservé la malléabilité des enfants? Oui, la flexibilité de neuronale, corporelle, tout. Ouais, tout à fait. Pour les odeurs, j'ai le nez complètement bouché. Alors, c'est peut-être un mode de protection. Euh, tout le monde plaisante sur mon nez délicat et mon problème avec les couleurs, nous dit Isabelle. Mon fils aussi. Bah oui, c'est vrai que voilà, on sent. Parfois, je rentre dans un lieu et je sais si je pourrais rester plus de 5 minutes ou pas. Tout à fait. Jacqueline qui nous dit la notion olfactive fait aussi partie de mon quotidien. Merci, merci, merci. Bon bah voilà, merci beaucoup Géraldine. Sandra qui nous dit mon mari me dit que j'ai un flair de berger allemand. Bah voilà. C'est romantique. C'est marrant, c'est mignon. Alors, Anne-Alexandrine, qui est quand même, il faut le dire, c'est double A, humoriste, elle est extraordinaire, allez la rechercher. Humoriste double A, donc voilà, elle nous fait bien évidemment un commentaire très drôle. Je culpabilisais de vous écouter en triant mes papiers, vous m'autorisez, c'est sympa. Ben oui, t'inquiète pas, double A, tout va bien. Merci, donc merci pour tous les remerciements. Merci, je me sens beaucoup moins seule. Bah, parfait. Patrick, dis-le à mon prochain employeur. Bah, on en parle, Patrick, si tu veux. Alors, Sandra, encore bravo. Elle s'installe comme sophro-relax.
sophrorelaxac, j'imagine que c'est relaxologue, non? Psychogénéalogiste et praticienne Reiki. Bah oui, forcément. Miroumon qui nous dit merci. Voilà, merci. Un énorme merci, Géraldine. C'était passionnant, tout ce que tu nous as. Enfin, il y a plein d'éclairages que moi j'avais jamais entendu formuler comme ça. Donc c'était vraiment top. Et Ok. un énorme merci à tous les participants aussi vous avez rendu cette discussion encore plus dynamique. Donc c'est très précieux. Peut-être pour conclure, moi j'ai envie vraiment de vous dire que c'est très très important de bien vous connaître, que c'est très important d'écouter vos questions existentielles, votre ressenti le plus profond et d'être avant tout, avant de faire et avant d'avoir, et de vous libérer du regard des autres et de vraiment voir le potentiel en fait, votre potentiel. Voilà. Tout à fait. Alors, juste dernière réponse à une dernière question, mais très logistique. Est-ce qu'il y aura un replay? Alors oui, on a enregistré. Oui, il va y avoir un replay. Je le diffuse en fin de semaine, au plus tard vendredi. Mais en fait, ça dépend de moi, de mon collègue et de nos connexions internet respectives. Donc parfois, ça prend un peu de temps. Mais d'ici la fin de la semaine, vous l'aurez. Il n'y a pas de souci. Je l'enverrai à tous les participants, à tous les inscrits, et je le diffuse sur les réseaux. Donc voilà, merci beaucoup encore Géraldine, merci aux autres et très belle journée. C'est fini, non? Non, on peut dire encore une petite chose. Vas-y. J'ai envie de vous dire, chérissez votre différence, mettez-la en avant, mais d'abord avec vous-même, de vraiment l'accueillir et d'en être fier. Et peut-être pour terminer, une belle image, exactement comme si on avait une très belle rose, vous avez une très belle rose dans votre jardin, et puis vous vous apercevez en fait que partout chez vos voisins il y a la même rose, et puis dans le botanique à côté il y a la même rose, et du coup si il y a une seule belle rose et c'est la même partout dans le monde, franchement ça perd vraiment de sa valeur. Mais si elle a un petit point noir, si elle a quelque chose, eh bien elle va tout de suite avoir plus de valeur. Et c'est comme ça qu'on choisit un petit chien, un petit chat, on va prendre celui qui a la petite tache, le machin. Eh bien, voyez que votre différence peut être vraiment c'est votre trésor. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment de vous accueillir tel que vous êtes. Eh ben super. Sur ce, je vais mettre fin à ce webinaire. Donc encore merci et belle journée. Merci à vous et belle journée. Test. Voilà. Je n'ai pas réussi à l'uploader en amont. Donc, alors, PDF. Je prends la version PDF et on voit ce que ça va donner. Si on voit quand même nos têtes en même temps que tu vois, il y a 40 personnes qui restent pour observer le test.
Et Odile est toujours là pour remercier Odile d'être là. Odile qui travaille sur l'association Folie Scolaire, qui est top, que j'aimerais bien voir rapidement. Mais on se rappellera avec Odile. Alors, test. Start. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, bah si, on voit nos petites têtes en bas pendant que la slide est en train de... Désolée de ne pas y avoir pensé plus tôt, Camille, mais j'étais absorbée par le... Tu me diras sur l'enregistrement si nos têtes apparaissent avec la slide. C'est aussi ça qui m'intéressait. Oui, oui, bien sûr. Bon. Bon, écoute, on verra parce que je ne vois pas très bien. Ça doit être ma connexion. Okay. Et désolée parce que ma connexion n'est pas très bonne. Donc, slide, bon, bah ça. En tout cas, là, tu vois bien nos têtes? Oui, non, je vois nos têtes, mais je vois pas la slide. Moi non plus, ça upload et je pense que c'est ma connexion qui est en cause. Okay. Bon, ben, pas terrible. Bon, bah, en tout cas, si vous avez, si les parents adultes avec qui tu travailles ont des questions aussi, enfin, d'autres questions et plus spécifiques, avec plaisir pour faire ça marche. Je les renvoie vers toi sans aucun souci. Bon, oui, attention sur un thème plus spécifique. Si oui. besoin. Oui, ça marche très bien, avec plaisir. On en reparle. Écoute, si ça te gêne pas, je pense que de toute façon sur l'enregistrement, on verra que ça tournait pour la slide, donc on verra si on voit nos têtes ou pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je vais stopper le live et voilà. Encore merci, à très vite. Ok, à bientôt. Ciao, ciao.